Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 35e édition du Bistrot d'Allez LOSC, un bistrot spécial derby que nous avons tous vécu le week-end dernier. Donc on va essayer de modérer notre optimisme, mais ça va être très très difficile. Donc au sommaire, aujourd'hui en première partie, nous reviendrons sur ce derby Lens-Lille. Alors le leader qui échappe à la pression. Ensuite, nous envisagerons la fin de saison et notamment nous reviendrons sur la mobilisation des supporters du LOSC qui va crescendo. Et enfin, nous dirigerons vers le prochain rendez-vous du LOSC, l'avant-dernière finale, donc Lille-Saint-Étienne. Avant de penser au titre, il faudra que les Lillois se mettent au vert. Pour évoquer ce sommaire, nous avons une nouvelle fois un invité, qui est déjà d'ailleurs un habitué de l'émission. Donc nous avons François, qui est le speaker officiel du club. Bonsoir François. Salut tout le monde. Tu vas bien? Tu as bien digéré ce week-end particulier? Très bien, mais déjà porté sur Saint-Étienne, donc déjà un peu le stress qui monte, mais très bien digéré, ouais. On dirait un joueur. Pour accompagner François ce soir, nous avons des piliers de bistrot qui sont présents. Certains que vous ne verrez pas. Alors, il y a Christophe C. qui s'est caché. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous et à toutes. Vous avez également Arnaud, également masqué, qui réalise l'émission et qui pourra réagir à vos commentaires en direct sur le chat de la chaîne Twitch et sur les commentaires Facebook du groupe Allez LOSC. Bonsoir Arnaud. Bonsoir tout le monde. Et vous avez en visible, aussi beau que chaque semaine, donc Christophe D. Bonsoir Christophe. Aussi beau, ça ne va rien dire, c'est bien. Bonsoir à toutes et tous. Aussi en forme que d'habitude, Georges. Bonsoir Georges. Bonsoir à toutes et tous. Toujours présent également Baptiste. Bonsoir Baptiste. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et enfin, donc Julien des Dogs de Paris qui nous accompagne également ce soir. Bonsoir Julien. Bonsoir, ravi de débriefer ce derby tourneur. Oh là là, ça commence très fort. Alors, petite question introductive à François. D'abord, par rapport à la dernière fois où on t'a reçu, tu t'es habitué à cette absence de supporters au stade ou c'est toujours aussi difficile? Les deux mon capitaine. On s'habitue malheureusement. Parce que, je sais pas, j'ai pas compté, mais je pense qu'en comptant la Coupe d'Europe, au moins une quinzaine de matchs sans spectateurs. Donc oui, c'est malheureux, mais il y a une certaine habitude, mais une grosse lassitude surtout. Bon, on espère que c'est bientôt fini, hein. Il reste un match à domicile et on espère qu'à la reprise du championnat, au moins en partie, on pourra se rendre de nouveau au stade. Je vais le vivre comme le dernier sans supporters, j'espère vraiment. Alors pendant cette période, tu continues à être présent sur le site officiel du club. Hein. Je crois que tu animes toujours la petite pastille Dog Inside. Oui, tout à fait. Ainsi que la nouvelle émission de chat avec les supporters qui s'appelle LOSC Talk. Oui. Alors, une émission où la dernière fois, tu as reçu Lucas Chevalier. Je dis on parce que tu avais invité des supporters très performants en termes d'éminents supporters, absolument. Donc, ça permet effectivement de découvrir les joueurs un peu sur un autre focus qu'on peut voir habituellement. Et Dog Inside, une pastille qui perdure. Alors, sur la dernière, je crois que tu t'étais rendu chez des supporters avec la camionnette du LOSC, si j'ai bien vu. Alors, j'avais deux questions. C'est d'abord, est-ce que tu l'as rendu? On ne l'a pas vu sur la pastille. Est-ce que tu as rendu la camionnette au club? Et deuxièmement, comment ça s'est passé? C'était en direct pendant le match ou c'était enregistré? C'était pour tester l'ambiance? Je sens que tu as envie de connaître un petit peu les coulisses de Dog Inside. Alors, pour tout te dire, on a fait le plan jusque dans l'allée avec la camionnette de la formation du LOSC. Puis ensuite, je suis allé gentiment la regarer sur le parking et on a pris la voiture de mon cadreur. Voilà. Voilà. Si tu veux casser la magie de Dog Inside, merci François, tu viens de le faire. Non, tu nous rassures, en tout cas, on s'inquiétait, tu l'as donc bien rendu. Je l'ai bien rendu. Ça. Et pour répondre à ta deuxième question, on a tourné mercredi. On a tourné le mercredi, ça. Ouais. Mais on était déjà dans l'ambiance, évidemment, puisque je pense qu'on était tous déjà bien dans l'ambiance. Tous les supporters du club sont rentrés dans l'ambiance derby dès le lundi matin. D'ailleurs, contrairement aux Lensois qui étaient déjà dans l'ambiance derby depuis 3-4 semaines, on en reparlera tout à l'heure, et ça ne leur a pas forcément porté chance. Ça. Non, ça c'est sûr.
Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet en commençant sur cette première partie. Donc, retour sur le derby Lens-Lille. Le leader échappe à la pression. Le titre n'est pas tout à fait anodin. On y reviendra tout à l'heure. Donc, je voulais avoir d'abord un petit tour de table sur votre ressenti du match. Comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous avez été finalement déçu par les événements? Alors, je ne dis pas par la victoire du LOSC, bien sûr, mais par l'absence peut-être un peu d'opposition, parce que le LOSC n'a pas vraiment été très mis en danger. Comment vous avez vécu ce match alors qu'on s'attendait vraiment à une confrontation très difficile entre le 5e du championnat et le leader? Qui veut commencer? Alors, on va peut-être commencer par Christophe C, qui est caché, mais qui a certainement beaucoup de choses à nous dire. Christophe. Je l'ai vécu assez bien finalement. Contrairement à la semaine précédant le match où c'était un petit peu compliqué forcément. Puis comme le disait Julien, le jour du match, c'est vrai qu'on a tellement échangé ce jour-là que voilà, la pression est montée toute seule jusqu'à la 35e et l'expulsion de notre ami Michelin, où là je me suis senti beaucoup mieux pour finir finalement avec un match plaisant forcément et puis en pleine sécurité et en pleine confiance. Donc voilà, finalement je l'ai très bien vécu. Et pendant 2-3 jours, ça a été un vrai bonheur, ouais. Un vrai bonheur de supporter. Julien, ton impression générale. On ne rentre pas encore dans les détails du match sur les faits de jeu, sur les qualités des joueurs. Vraiment, ton impression sur ce derby. Ok, l'impression générale, c'est que le LOSC, c'est une machine. Ce que font les gars, c'est froid, c'est clinique, c'est méthodique. On sent une détermination à toute épreuve. Et c'est surtout ça que j'ai retenu, là où du côté de Lens, c'était plutôt sanguin, emporté, peu maîtrisé. Et je pense, mais ça fait 15 ans que ça dure, que les gars ne tiennent pas la pression quand le public manifeste son envie de renvoyer les niches, les caniches à la niche. Enfin, tu vois, toutes ces horreurs lillois merda qu'on a entendues. Moi, je pense que c'est plutôt contre-productif, c'est-à-dire que pendant 10 jours, 15 jours, 3 semaines, ils s'en prennent tellement à nous et ils mettent tellement la pression sur les joueurs parce qu'il faut gagner ce match que finalement, les mecs arrivent tétanisés. Et on l'a vu, on en reparlera, mais le péno, je pense que c'est exactement ça qui se passe. Les mecs touchent pas le ballon pendant 1 minute et le premier ballon qu'ils prennent, c'est une faute, quoi. Alors, Christophe D, toi aussi, comment tu as vécu cette montée en puissance du derby dans la semaine et finalement la vision du match et ton ressenti sur le résultat et la façon dont ça s'est passé? Perso, j'étais stressé. Comme j'avais dit la semaine passée que les Lensois, un peu ce que dit Julien, qui était super. On sentait que les Lensois étaient super énervés et c'était pas les Corses qui allaient les calmer dans leur équipe. Et donc, on sentait qu'il y avait une tension et que chez nous, c'était plutôt calme. Et j'ai dit, il faut qu'on garde ce calme-là. Il faut qu'on soit vraiment assez froid. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, je dirais quand même que les Lensois, ils font de bonnes premières mi-temps quand même. Avant que Michelin se fasse expulser comme à tous les derbys. D'ailleurs, Michelin va pouvoir éditer le guide de la déroute. Hein, je pense que c'est pour. Donc là, je pense que ça a tué le match. Mais après, derrière, j'étais toujours stressé. Moi, stressé jusqu'au bout. Et je veux dire, on a quand même une équipe qui joue avec une envie monstrueuse. Et c'est ce qui a fait la différence sur ce match-là. Même si pendant une demi-heure, je trouve qu'on n'a pas vraiment maîtrisé le match. Mais bon, l'envie, elle était au-dessus. Baptiste, toi qui étais à peine né lors de la dernière victoire du RC Lens contre Lille, hein, tu étais à peine né, en tout cas tu avais encore des couches culottes, hein, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Comment tu as vécu cette montée en puissance? Qu'est-ce que ça représentait ce derby pour toi et comment tu as vécu ce match, hein? Alors déjà, comment j'ai vécu ce match? Alors au début, un peu mal. Je pense qu'on était tous tendus 3 jours, 4 jours avant ce match. On se disait, alors, une défaite du LOSC, on n'y pensait pas. Un match nul aurait pu nous contraindre au niveau des points et au niveau du titre de champion. Donc c'est assez compliqué. Après, on pourra en revenir d'ailleurs sur les faits de match et les différentes occasions. Maintenant, à partir des 3e minutes, dès lors où on marque, je savais qu'il ne pouvait plus revenir. Et après, derrière, il y a les faits de jeu qui sont pour nous. Et ce fut un plaisir de regarder ce match avec une victoire étincelante. En plus, avec le match nul de Rennes, donc contribue à notre super week-end. Georges, je pense que tu dois deviner quelle question je vais te poser. Vaguement, ouais. Moi, d'abord, ça a été excellent pour le cœur, parce que des matchs comme celui de Lyon, on ne va pas en vivre à chaque fois, heureusement. Donc, je pense, moi, simplement que j'ai vu la synthèse de ce qu'on avait vu juste avant, c'est-à-dire une équipe
qui était venue pour massacrer l'autre, et de l'autre, une équipe qui était venue pour gagner un match. Et voilà, et je pense que simplement, la logique a été respectée. L'effet de jeu, je pense qu'au bout du compte, ça n'a été qu'un accélérateur de processus, parce que le fait d'être à 10 contre 11 ne veut pas nécessairement dire qu'on s'effondre. On l'a vu la semaine dernière, Lyon aussi a subi un pénalty à Monaco, Lyon a eu un expulsé à Monaco, ça ne les a pas empêchés de mettre 2 buts. Je pense que donc, simplement, c'est juste un révélateur du niveau qui est entre les deux équipes, et je crois que ce match n'est pas du tout faussé. Simplement, pour le cœur, c'est plus sympa de se dire au bout de 30 minutes, c'est bon, on vibrera la semaine prochaine, quoi. François, tu es speaker du LOSC, mais surtout supporter. Comment tu as vibré justement pour ce match? Est-ce que tu as pu tenir jusqu'au bout? Ouais, désolé, je vais paraphraser un peu tout le monde, hein, mais si je fais pas ça, je réponds pas à la question. Vous avez un peu tout dit. On peut repenser à la conférence de Bourak où je sais plus qui a dit que les Lensois s'étaient un peu trop amusés dans les semaines précédentes, y compris les joueurs. J'ai adoré la réponse de Bourak. Peut-être qu'on rentrera dans ces détails-là après. Et ce qui s'est passé aussi le matin à Luchin, c'était assez énorme. Ça a bien fait monter la pression en plus pour nous supporters. Et je me souviens avoir échangé avec Lucas quand il était dans le bus après être sorti du domaine. Il m'a dit, mais là, vous avez fait un truc de dingue. L'équipe est remontée à bloc. Et ça s'est ressenti. Et par rapport au match, oui, avec des copains, on se disait, il va y avoir une faute, il va y avoir une grosse faute dans les premières minutes. Bah, ça n'a pas loupé. Effectivement, les Lensois étaient trop agressifs et maladroitement agressifs. Donc ça a facilité les choses. Néanmoins, à 2-0 à la mi-temps, j'étais pas encore tout à fait serein, même à 10 contre 11. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le foot. Donc j'ai vraiment été serein et tranquille à 0-3. Arnaud, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce qu'il y a déjà des commentaires sur les réseaux sociaux? Tout a été dit, hein. C'est vrai que ça a été... Et je pense que comme tout le monde l'a dit, les Lensois ils ont mis tellement de pression, et c'est vrai que je pense que, comme dit François aussi, c'est la sortie de Luchin a été importante pour les joueurs. Je pense que il y a eu la même chose au match aller à Lille-Lens où les 2000 supporters lillois étaient à Luchin, et ça a été phénoménal. Je pense que les Turcs ils ont bien dû aimer ça, parce que c'est vraiment une ambiance typiquement de là-bas. Donc et là ils ont dû se dire pourquoi on n'a pas de public, parce que si on avait eu le public, déjà je pense que la communauté turque serait venue en nombre comme jamais dans les tribunes, mais ça aurait été la folie. Je pense que, mais bon, ce n'est qu'à partie remise. L'année prochaine c'est erreur, et puis en plus avec les Ligues des Champions, je pense que il y aura beaucoup de Turcs de Belgique, d'Allemagne et autres qui vont débarquer à Moroa, hein, j'en suis quasi sûr, hein, mais bon, ça a quelque chose. Hein. Après, sinon, les réactions sur le chat, c'est une panoplie de jeux de mots pour Michelin. Hein. C'est avec l'expulsion de Michelin, je me suis pneu à pneu détendu. Il s'est dégonflé tout seul, ou Michelin s'est mis trop de pression, ou alors il a déjanté une vraie sortie de route. Enfin voilà, c'est parfait. Hein, donc, bon. Elles sont toutes très faciles, mais il était indispensable qu'on les fasse. Voilà. C'était son anniversaire aujourd'hui. En plus, il s'est fait troller toute la journée. Ouais. Il y a plus de Lillois qui ont commenté son anniversaire que de Lensois. Le pauvre, il a vécu l'enfer aujourd'hui. Voilà, mais il va remonter parce que c'est un sacré bonhomme. Allez, qui en a une autre? Si on va revenir au match, en fait, qu'avez-vous pensé finalement de cette confrontation? Il y a un résultat qui est 3-0. Quand on écoute les supporters lensois, ils sont très axés sur les faits de jeu, sur la partie du match où ils ont dominé. Quand on écoute les Lillois, on a un match qui paraît plutôt relativement facile. Est-ce que tu as, Baptiste, préparé des statistiques sur le match? Tu peux nous parler un peu de pure technique? Pas de problème. Niveau statistiques, je les ai sous les yeux. Alors, les statistiques ne sont pas vraiment révélatrices du score, puisqu'au niveau des tirs, on a eu 11 tirs partout. On a eu 6 cadrés du côté de Lille, 5 du côté de Lens. Et ensuite, ça se joue au niveau des fautes avec 15 fautes lensoises et 9 fautes du côté de Lille, ce qui montre que Lens a été beaucoup plus agressive. Que Lille, ça s'est vu d'ailleurs sur les cartons rouges, parce qu'il y en a eu un du côté lensois, mais il y en a eu 2 cartons jaunes du côté lillois. Donc voilà. Alors moi je vais pas épiloguer vraiment sur le match, que je vais laisser mes collègues le faire, mais je vais plus parler un peu de Lens et de la pression, je pense, puisque pour moi ils avaient plus à cœur de faire match nul ou de gagner pour faire perdre le titre
à Lille plutôt que de gagner pour espérer jouer l'Europe. Je me rappelle d'une banderole qui avait été instaurée lors du match contre Nîmes en date le 25 avril, donc ça remonte quand même, il y a moins d'un mois, mais ça remonte quand même, avec J35, éclatez-les, nous avons la meilleure équipe, etc., et pétez Lille. Alors pour moi, ces banderoles, ça fait plus de 3 semaines qu'ils sont dans le derby. Nous, on a vraiment pensé ce match comme un match normal, comme un match parmi les 3 matchs où il fallait vraiment gagner ces 3 matchs. Et 3 victoires du coup, et donc pour moi c'était vraiment la pression que se sont mis les Lensois. Et concernant Clément Michelin, pour moi sa faute est complètement méritée pour son carton rouge, puisque le premier pour moi jaune-orangé, la deuxième faute il arrive vraiment, mais je pense que Clément Michelin a mis beaucoup trop d'intensité, puisque il est d'habitude remplaçant, et le titulaire Aïdara était blessé, donc il a préféré mettre plus d'intensité pour faire ses preuves. Et il joue pas son poste, ouais. En plus. François, il joue à son poste. Hein. Ouais, à l'aller, il joue à son poste. Joyeux anniversaire. Et il a terminé les 2 matchs à son vrai poste, c'est-à-dire sur le banc du RCA. C'est ça, avec 27 minutes à retour et 4 minutes à l'aller, je crois, de match. Donc il a fait une trentaine de minutes en 2 matchs. Bon, bravo à lui. François, comment tu as vécu ce match? Tu penses que c'est une domination forte de Lille? C'est les faits de jeu qui ont un peu tué les Lensois? C'est la pression qui se sont mises qui les ont un peu tués? Comment tu vois ça? Ouais, c'est certainement un peu tout ça. Je pense qu'effectivement, ils sont arrivés avec un peu trop d'agressivité. Nous, on était un petit peu plus tranquille. Après, on avait aussi nos certitudes. Avec notre ligne défensive notamment, on savait que même si eux faisaient un bon match, on allait pouvoir tenir. On l'a vu, ils ont eu quelques actions intéressantes avec des beaux sauvetages défensifs et des beaux arrêts de Mike. Mais ça a été une belle opposition, je trouve, jusqu'à ce que ça se déséquilibre avec la supériorité numérique du LOSC. Mais pour ce qui est des faits de jeu, oui, ce sont des faits de jeu, mais en même temps, je comprends qu'on puisse contester le penalty, parce que si jamais ça nous arrive en tant que supporter à chaud et puis sans être très objectif, on pourrait un peu critiquer cette décision-là, mais il y a un réel excès d'engagement, c'est pas maîtrisé, l'intervention n'est pas maîtrisée de la part des 2 Lensois qui sont sur Bamba, je sais plus lesquels ils étaient, mais c'est sans maîtrise, il y a un excès d'engagement. Clément Michelin, c'est pareil, il y a excès d'engagement, donc pour moi les sanctions sont justes. Ça fausse le match, oui, certes, ça fausse le match, mais en même temps, voilà, c'est tout. À partir du moment où, pour moi, il y a penalty, c'est tout. Le match est comme ça, c'est comme ça qu'il devait être. Et au final, ça nous facilite la tâche. Donc, je pense, quoi qu'il arrive, qu'on l'aurait remporté. Peut-être pas 0-3, mais pour nous, l'histoire est belle. Alors, ce fameux penalty a fait couler beaucoup d'encre. Alors, d'un côté, les Lensois qui ont essayé de justifier par tous les moyens l'absence de penalty. Le ballon avait été touché avant. C'est Bamba qui aurait bousculé le Lensois. Il ne pouvait pas s'arrêter parce qu'il courait trop vite. On a entendu plein de justifications qui sont quand même assez énormes. Je ne sais pas si Arnaud, tu sais nous passer comme ça vite fait le petit gif qui nous montre le penalty. On innove, hein, on essaye. Ah ouais, pas mal. On innove, mais pour se donner vraiment, pour les rares qui n'auraient pas vu le match, pour se donner vraiment une idée sur la nature de cette action. Arnaud, je ne sais pas si c'est possible. Oui, c'est lancé, tout le monde le voit déjà. Ouais. Ok, nous on le voit pas. Non, mais vous ne voyez pas. Ouais. On le voit sur le direct, voilà, on le voit. François, moi, ce que je trouve hyper intéressant, tu vois, sur ce fameux GIF-là, et je pense qu'il y a un vrai problème de réalisation de télé, c'est que c'est le seul angle où on voit l'action telle que Turpin le voit. Et je trouve que les télés devraient faire ça pour qu'on arrête de tomber sur les arbitres aussi facilement, de voir d'abord comment Turpin le voit. Parce que finalement, cet angle-là, c'est le meilleur des angles. C'est l'angle qui permet le mieux. Alors, c'est une coïncidence, hein, mais en l'occurrence, Turpin, là, était le mieux placé sur le terrain pour voir cette faute. Et c'est cet angle-là qu'il révèle, et on l'a vu très tardivement à la télé, cet angle-là. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il dit beaucoup de choses, et je pense que s'ils avaient plus insisté dessus, Canal, et si on l'avait vu plus vite,
Tu comprends pourquoi Turpin, il va pas voir la VAR, etc. Et puis malgré tout, Turpin, il est quand même à l'oreille, il écoute ce qu'on lui dit. Eux, dans le quart, ils se remettent les images. Et cet angle-là laisse aucun doute sur l'excès d'engagement, sur le fait que le mec, il emmène pas que Bamba, il emmène aussi son pote. C'est toi qui l'as dit, François. C'est du bowling. C'est une boule qui renverse les quilles. C'est un strike. Et c'est pas un strike, c'est pas du foot, quoi. Donc... C'est ce que j'ai dit effectivement à un moment, c'est le strike au bowling, c'est magnifique, au football, c'est penalty. Il n'y a pas de sujet à discussion. Alors c'est vrai qu'on a reproché aussi beaucoup à Clément Turpin de ne pas être allé voir la VAR pour aller vérifier ce qu'il a dit, mais comme tu le disais Julien, à partir du moment où dans l'oreillette on lui disait qu'il n'y avait pas de doute, lui n'avait pas de doute, il n'y a aucune raison d'aller se justifier en allant faire semblant de regarder la vidéo. Le match doit continuer, doit garder son rythme et le reste ne sont que des jérémiades à mon sens. On va reprendre finalement la marche en avant sur ce match. Donc on a entendu Baptiste, on a entendu François, on a entendu. C'est pas possible. Julien, on a entendu Julien. Christophe C, est-ce que tu veux nous donner ton avis sur cette différence entre les Lillois et les Lensois pendant le match? J'étais extrêmement déçu parce qu'en plus, j'avais parlé en bien de cette équipe de Lens la semaine dernière. Une équipe qui est très bien classée au championnat, qui fait une très belle saison et malheureusement qui a déjoué les 2 fois contre Lille. On vient d'en parler assez longuement. Après, j'ai eu la sensation d'avoir malheureusement sur ce match-là, comme au match aller, à faire une équipe de coupe finalement. La petite équipe de nationale, je suis un petit peu dur, mais qui joue contre le gros de Ligue 1. Et qui trouve qu'une solution qui est dépassée techniquement et physiquement sur ce match, parce que je pense que physiquement on a été meilleur qu'eux, et qui trouve que de l'agressivité pour essayer de s'imposer. Et ils étaient vraiment dans un état d'esprit qui était plus que négatif, on l'a tous relevé. Et là, je voudrais revenir également, parce que j'ai fait une petite réflexion la semaine dernière sur leur coach, à qui j'ai trouvé des qualités, il les a certainement, mais je pense qu'il a un rôle aussi important dans ce match, dans l'approche du match. Il est là aussi pour essayer aussi de faire comprendre que c'est un match de foot, que le public est là, c'est très bien, on peut en tenir compte, mais de façon positive, comme on a pu le faire à Lille. Et là, on voit la différence entre un entraîneur expérimenté comme Galtier, qui à mon avis s'est servi de ça, mais dans une attitude positive, et le coach de Lens, qui à mon avis, on l'a vu de toute façon dans l'interview de fin de match, je pense qu'il se trompe. Il se trompe sur l'analyse qu'il fait de ce match, et il se trompe, je crois, dans la préparation du match. Même s'il a été beaucoup plus nuancé dans ses propos d'après-match que le gardien de but de Jean-Louis Leca. Mais c'est vrai que son intervention après-match, l'intervention de Leca après-match également, l'intervention de Kakuta avant le match et ses propos sur le Paris Saint-Germain, ainsi que les fautes durant le match, que ce soit Clément Michelin ou du duo lensois qui a joué au quille avec les jambes de Jonathan Bamba, démontrent que la pression n'était pas du tout gérée, alors que du côté lillois, il y avait vraiment un bloc qui n'avait qu'un objectif, c'était de prendre les 3 points et poursuivre sa marche en avant. Juste un truc, François, parce que c'est en dehors du match, mais peut-être que c'est grâce aux supporters, parce que François, lui, il était à Luchin, il nous le dira peut-être, mais moi, j'ai pas travaillé, j'ai pas su travailler de la journée vendredi, donc j'ai regardé toutes les vidéos qui sortaient. J'ai entendu quelques chants anti-lensois de la part des Lillois, mais pas beaucoup. Alors que quand je faisais la même chose et que je regardais les Lensois, j'entendais que des chants anti-Lillois. Ils n'encourageaient pas leur club. Donc après, on peut dire francaise, etc. Mais il y a aussi une pression malsaine du public lensois sur ces joueurs. Là où moi j'ai trouvé, mais François nous dira si c'est le cas ou si j'ai une vision qui est déformée, là où j'ai trouvé que le public lillois était beaucoup plus dans l'encouragement que dans la détestation de Lens. Alors écoute, pour avoir été là du début à la fin le matin, je vais te donner un pourcentage, on était sur du 70-30. Ouais. D'accord. 70 chants lillois, et pour être honnête, il y a eu quand même des chants anti-lensois, voilà. Mais on était sur un 70-30, donc je te rejoins. Par contre, je vais mettre une nuance une nuance. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites sur la nervosité, etc. Il ne faut pas oublier non plus que Franck Hez est un entraîneur inexpérimenté et qu'on avait affaire à un promu. Je pense que c'est important de le dire aussi, qu'ils n'aient pas maîtrisé tous ces aspects-là. Il n'y a pas beaucoup de joueurs expérimentés, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont joué des chocs comme ça, encore moins des derbies. De l'autre côté, il y avait quand même beaucoup plus d'expérience, de la Champions League la saison dernière, etc. Donc, je suis pas en train de prendre leur défense, vous vous en doutez bien, mais voilà, je pense que ce manque de maîtrise aussi est peut-être dû tout simplement à
au fait que ce soit un promu. Ils font une belle saison, mais ils viennent quand même de Ligue 2. Christophe D, ton analyse du match. Alors moi, je reste un peu sur l'avis que j'avais la semaine passée. C'est vrai que notre gardien est meilleur, notre défense est meilleure, notre attaque est meilleure. Au milieu de terrain, il y a un match. Parce que franchement, ils font un très bon match au milieu de terrain. J'espère pas se gourer de nom. Je crois que c'est Doucouré, Fofana, Kakuta. Et puis les montées qu'ils font sur les côtés, ils font un très beau match au milieu de terrain. Faut pas dire. Ils nous emmerdent pendant une demi-heure entre les deux buts, deux premiers buts, enfin, entre le but et l'exclusion surtout. C'est franchement pas mal ce qu'ils font au milieu de terrain. Par contre, en défense, il y a des trous. Alors, Lille a profité en fait du fait qu'ils montaient beaucoup au milieu de terrain pour jouer beaucoup en profondeur et crever les arrières. Et je pense que ça a joué aussi sur l'état de Michelin. Michelin, je pense qu'il était cramé au bout d'une demi-heure. À force de courir pour les couvrir derrière, il n'en pouvait plus. Et c'était bien joué de les crever comme ça, de jouer en profondeur, c'était pas mal. Et puis le fait qu'on ait 3 joueurs expérimentés qui tiennent la route, un par ligne, hein, et puis même on peut compter Maignan qui commence à avoir bien du bulbe. Donc Maignan, Fonte, là André n'était pas là, Tcheka pour un peu le relais, donc il était moins bon dans le jeu, mais il était là peut-être pour. Il s'est pas énervé, ça a été. Et puis Bourak devant. Et en face, c'est Leca, c'est je sais plus comment il s'appelle, Cahuzac. Et c'est Kakuta. Donc c'est pas des mecs qui ont beaucoup de bulbes, je trouve. Ces mecs sont trop dans l'émotion, on fonce dedans et on écrase-les. Écrase-les, n'importe quoi. J'avais déjà dit la semaine passée que c'était n'importe quoi au slogan. Mais voilà, donc je pense que ça s'est joué aussi au niveau, ce que je disais avant, au niveau du bulbe, je pense, au niveau de l'expérience. Georges, comment tu as vécu ce match? Est-ce qu'à un moment, les Lensois disent que... Alors, certains disent que Lens a dominé nettement Lille pendant la première demi-heure. Bon, il faut, je crois, savoir raison garder. En tout cas, ils ont eu un jeu intéressant, mais est-ce que c'est pas aussi lié au fait que Lille, ouvrant le score assez rapidement, ils ont pu finalement éviter de mettre trop de pressing tout de suite et laisser venir et appliquer une tactique un peu de l'aspirateur, c'est-à-dire ils aspiraient les Lensois pour placer des contres et des longues balles. Comment tu vois, toi, ce match? Je pense que c'est un peu ça, parce que si on revient sur le premier fait de jeu, outre le fait de savoir si le pénalty est valable ou pas, il y a quand même une façon de perforer la défense lensoise, ou sur l'action, il y a quasiment une passe à 10 dans la défense lensoise, puisque c'est qui déborde, transmet à Bourak, qui remet à Bamba qui remet... Enfin voilà, ils font une passe à 10 dans la surface lensoise, c'est-à-dire qu'ils sont quand même rentrés dès leur première occasion avec une facilité énorme dans la défense lensoise. Forcément, après, il va y avoir une réaction de révolte qui correspond à ces 30 minutes. Je pense qu'il y a de ce fait aussi un engagement, enfin les Lensois ont vraiment joué leur va-tout sur ces 30 minutes-là. Et au bout du compte, quand on regarde bien, par-delà les stats, les occasions ne sont pas extrêmement dangereuses parce qu'à chaque fois, Botman, Fonté font le métier, c'est-à-dire qu'ils déportent les attaquants adverses. Ce qui fait qu'au final, si on regarde les arrêts de Maignan, c'est pas l'arrêt qu'il a fait à Monaco, c'est pas l'arrêt fait à Lyon, c'est même pas l'arrêt fait contre Montpellier, c'est quand même des arrêts relativement faciles. On peut pas dire qu'on a été mis en grande difficulté. Ils ont eu une domination territoriale, ils ont possédé le ballon pendant ces 30 minutes, mais au final, je pense vraiment que ils n'auraient pas pu tenir au-delà. Et finalement, c'est par cet excès d'engagement que Michelin se fait expulser parce qu'il est en contretemps total. Il faut revoir son deuxième jaune. Comme pour le penalty, c'est quand même des fautes stupides. C'est des fautes limite. Je pense que Francaise, à un moment, doit remettre en question ses joueurs dans leur engagement quand c'est aussi contre-productif. Alors, je voulais dire qu'en conférence de presse, moi, j'ai trouvé que le cas saoulé. C'est bon. Enfin, voilà. Alors, tu emploies le. Non, je vais pas surenchérir, rassure-toi, Baptiste. Je rebondis sur faute stupide. C'est vrai qu'au début de match, quand j'ai vu le penalty, je me suis pas posé la question s'il y avait penalty ou s'il n'y avait pas penalty, tellement ça me paraissait évident. Je me suis posé la question pourquoi ils sont allés faire une faute comme ça à ce moment-là du match. C'était vraiment complètement... Ils se sont vraiment tiré une balle dans le pied. C'est vraiment l'impression que ça a donné. Alors, Arnaud, est-ce que tu as quelque chose à rajouter en fait sur ces commentaires du match? Est-ce qu'il y a des internautes qui sont disserts sur le sujet? Il y a pas grand-chose à... Vous avez tout dit quasiment. C'est vrai que ils ont eu tellement de pression, je crois qu'ils avaient tellement l'envie de gagner contre Lille qu'ils ont fait tout et n'importe quoi dès le début pour se mettre la pression.
Et ils ont voulu attaquer vraiment tout de suite. Mais sur l'action de jeu de Lille, sur la première action de jeu de Lille, c'est limite une passe à 10. Quand on regarde bien les images, quasiment tous les joueurs de Lille ont touché une fois le ballon avant d'arriver au penalty. Là, ils ont dû se poser la question. Et après, c'est comme tu dis, la faute, pourquoi ils l'ont faite là maintenant? Mais après, moi, au début, j'ai pas cru que c'était penalty, hein. J'ai entendu siffler, je dis bon, c'est quelque chose. Mais c'est simplement au ralenti que j'ai vu qu'il y avait le penalty. Et sur la vidéo, justement, quand on voit de derrière ce que Turpin a vu, parce que c'est vrai, quand on regarde sur le direct, on voit pas très très bien le penalty. C'est simplement quand on voit le ralenti. Enfin, pour nous, c'est qui voyons à la télévision. Après, non, au niveau des personnes sur Twitch, non, il n'y a pas beaucoup. Ce qui est reproché à Turpin, surtout, c'est de pas revoir les images. C'est simplement ça, c'est tout. Il y a eu ce petit truc là, mais après, ça s'est vite dissipé. Pour moi. Mais encore une fois, quand tu vois ce qu'il a vu Turpin, qu'est-ce que tu veux qu'il aille voir les images? Enfin, les mecs, il arbitre pas depuis 6 mois. Il sait reconnaître un excès d'engagement. Hein. Et puis, je pense qu'il y a eu, avec ce même Turpin, je crois qu'il y a eu un fait de jeu qui ressemble un peu à ça au dernier match de Lyon, où il siffle pas penalty et la VAR l'interpelle, il va voir la vidéo et il siffle, ou c'est le contraire, je ne sais plus. Ça veut dire que quand il y a un avis différent de la VAR, il le sollicite et là, il va vérifier. On est dans la logique. À partir du moment où ils sont tous d'accord, il n'y a aucune raison d'aller vérifier. Il faut fluidifier le jeu, au contraire. Après, je voudrais rien dire. Après, je voudrais dire, mais Lille, c'était simplement son deuxième penalty de la saison, je crois, d'après ce que j'ai vu. Hein. J'ai vu un site, deuxième penalty. Lens, il en a quand même eu 10. Hein. Ouais, ce qui est exceptionnel pour un candidat au titre, avoir eu si peu de penalty, c'est très rare. Ouais. Ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, psychologie de préparation de match, justement, Turpin, la semaine dernière, son procès a été fait après le match de Lyon-Monaco, justement, où il avait manqué de poigne et il avait laissé la situation dégénérer. Les mecs auraient dû comprendre aussi, côté Lensois, qu'il y avait le risque que cette fois-ci, justement, ils fassent l'arbitrage inverse pour rectifier le tir. Et je pense que ça fait partie aussi d'une prépa d'avant-match. Je me souviens un truc tout bête, mais il y a 10 ans, ils finissent à 9 aussi, parce que il y avait Chaperon en face et qui ne connaissait pas Chaperon et qui ne savait pas quelle était la méthode Chaperon. Et je veux dire, évidemment, et pour le coup, à l'époque, se retrouver à 9, c'était un pur scandale des 2 contestations, mais je pense que se dire, tiens, ça va être Turpin, vous avez vu Turpin la semaine dernière, là, il ne fera pas de cadeau. Ils n'ont pas géré ça non plus, je pense. On en revient au manque de communication entre les arbitres et les joueurs. Et ça, je sais que Christophe Day, c'est sa marotte. C'est la communication comme au rugby. Et au rugby, il y a un briefing d'avant-match où l'arbitre explique comment il va interpréter le jeu, comment il va laisser jouer ou pas laisser jouer. Et on entend l'arbitre prendre ses décisions à la télé. Et c'est tout ce qui manque toujours au football pour le rendre plus intelligent, plus pédagogique. Et ça, on le fait toujours pas parce qu'on est juste des bœufs bons à payer. Et c'est tout, quoi. Je dis peut-être une bêtise, Julien, mais il me semble que les 2 capitaines sont appelés dans le bureau des délégués avant les matchs. Mais je l'affirme pas à 100%. C'est des consignes. Non, t'as raison, François. Mais c'est des consignes à la con. Hein. Pour l'avoir vécu en ligue, à un niveau arbitre de ligue, arbitre de touche, c'est des consignes à la con. Hein. C'est de dire, messieurs, faut pas déconner, c'est moi qui suis le chef, machin. D'ailleurs, si tu mets le micro comme au rugby, l'arbitre au rugby, même pendant l'action, il dit, vous continuez, je siffle. Mettez-le, et qu'on entende ça. Et après, les gens, il n'y aura plus de Lecoq qui va venir crier à la fin du match. Violet, d'ailleurs, je crois qu'on dit. Non, mais voilà. Et pendant le match, Christophe, parce que je ne sais pas si vous avez vu la caméra isolée, là, le truc hyper tard sur Canal à 23h30, où on entend le cap pendant tout le match, mais au rugby, mais dès la première insulte pendant le match, il sort, il prend un carton. Il a insulté Turpin tout le match. C'est pas possible. Insulte à l'arbitre, tu prends entre 1 an et 18 mois. Hein. Donc bon, après, ça calme un peu, quoi. Mais non, mais là, c'est n'importe quoi. Il y a un manque de pédagogie terrible. Voilà. Alors, je vous propose... Les mauvais joueurs, hein, les locaux le sont, on le sait, mais bon. Ça va être compliqué. Alors, on s'est pas concerté avec Georges, mais je suis en train de lire les mémoires de notre ami Tony Chaperon. Je suis en train de lire les mémoires de Tony Chaperon et dedans, il y a tout un passage où il explique justement le subjectif, le relationnel avec les joueurs, avec les présidents de club, par exemple. Et il cite un exemple que je vais citer rapidement, mais on est un peu hors sujet. C'est un match avec Évian-Thonon-Gaillard, où je crois que c'est Évian-Thonon-Gaillard contre Lyon, où il se fait pourrir par le banc d'Évian-Thonon-Gaillard pendant quasiment tout le match. Et
Ça fait 2-2 à 2 minutes de la fin. Et à 2 minutes de la fin, il y a une action litigieuse où il y a pénalty possible pour Lyon. Et en fait, il avoue, il avait 50% de chance de donner pénalty, 50% de ne pas le donner. Et finalement, le fait d'avoir été emmerdé pendant tout le match par Evian Tonon-Gaillard, il est passé à 51-49, il a sifflé pénalty pour Lyon. Donc il y a aussi beaucoup de psychologique. Et c'est vrai que les joueurs ne comprennent pas que ce n'est pas en insultant l'arbitre, en le harcelant en permanence, qu'ils vont forcément avoir gain de cause. Ça peut avoir un effet très très négatif. Et après, le pénalty pour Lyon, à l'époque, c'était à la mode. Hein. C'est pas faux. Alors je vous raconterai la suite quand j'aurai terminé le bouquin. Je vous propose de continuer cette histoire du derby avec la traditionnelle rubrique les tops et les flops. Les tops et les flops côté lillois et côté lensois. Et j'essaierai de ponctuer chacune de vos interventions avec un petit classement, une petite notation des joueurs que j'ai retrouvé sur le site de la FF Loose. Et vous verrez, c'est assez amusant. Alors, François, tu es notre invité. On va commencer par toi. Quel est ton top chez les Lillois? Quels sont tes flops? Et quels sont les joueurs que tu as remarqués du côté lensois? Le top, c'est un seul joueur ou c'est un top 3? Tu peux dire 3, 1, 2, évite d'en donner 11. Oui, non, mais de toute façon, vous savez très bien qui je vais nommer. On va évidemment nommer. Enfin, moi, je vais en nommer 2 côté Lillois qui, pour moi, ont fait un match au-dessus du lot. C'est évidemment Bourak Yilmaz. Et Bouba Soumaré, ce garçon qui est juste étincelant quand il décide de jouer, c'est magnifique, c'est juste beau à voir. Les flops côté lillois, je ne veux pas être très objectif, j'en vois pas. J'aurais peut-être aimé voir un Joe Bamba encore plus actif, mais pour moi, ils ont tous été dedans. Et côté lensois, je fais du classique évidemment, Clément Michelin et puis le cas aussi qui sort de son match. Après, très franchement, pour être très honnête avec vous, à partir du 0-3, il reste une demi-heure, il faut juger sur un match complet et la dernière demi-heure, j'étais plus tout à fait concentré sur le match ni tout à fait apte à juger l'ensemble du match. Il aurait fallu que je le revoie, si vous voyez ce que je veux dire. Tu ouvrais les bouteilles de bière à ce moment-là. Oui, voilà, par exemple. Alors, je vais vous donner donc les notes pour Leca et Michelin données par le site de la FF Loose. Alors, c'est un classement particulier. En fait, plus on est bon, moins on a de points. et donc, plus on est mauvais, plus on a de points. Donc, Leca obtient la magnifique note de 9 sur 10, avec comme commentaire « Jolie manchette sur la frappe de Bamba menant au 3e but, la main ferme Jean-Louis ». C'est vrai. Et Michelin reçoit également la note de 9 avec ce commentaire. S'appeler Michelin et finir son match en roue libre, la vie qu'a décidé de mener Corentin. Il a dans notre esprit la suite au prochain commentaire. Julien, je te vois rire. Quels sont les joueurs que tu veux mettre en avant? Alors, mes tops, c'est Soumaré, que j'ai trouvé extraordinaire. Selic, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'en ce moment, il est vraiment bien. Et avec Renildo, et on en a parlé, c'est rigolo, c'était un vrai sujet de début de saison. Ah, on n'a peut-être pas les latéraux modernes qu'il faut pour. Et tu te rends compte que depuis que les mecs sont là, à ce niveau-là, bah forcément, tout va beaucoup mieux. Et puis Bourak, parce qu'on est obligé de parler de lui. Et quand même une mention spéciale pour la débauche d'énergie d'Arroyo. Il n'a pas forcément toujours été juste, etc. Mais je trouve que mentalement, ce garçon a vraiment fait un bond en avant. C'était un reproche qu'on pouvait lui faire de lâcher, etc. Et je l'ai vu ne jamais rien lâcher. Et il a mis une frappe très belle. Il aurait mérité de marquer. Les flops, à Lens, Michelin, Leca, forcément. Et une mention spéciale pour Cahuzac. Et sur un sujet un peu spécial, parce que comme j'ai rien fait de vendredi, j'ai même regardé des vidéos de la vie des Lensois. Et j'ai vu une vidéo d'une chaîne corse que je ne connaissais pas sur Cahuzac. Et je me suis dit, c'est un mec bien. Il est vraiment chouette. Pourtant, c'est un énorme bourrin sur le terrain. Et ça m'a rappelé un mec comme Cyril Roll. Et finalement, mais comme dans tant de sports, les plus gros bourrins, les mecs les plus violents sur le terrain. Comme j'ai rien fait de vendredi, j'ai même regardé Dimeco, que j'aime beaucoup, sont pas forcément les mecs les moins intelligents, les plus brillants. Ils sont juste débordés par leurs émotions. Et donc, je dis juste ça pour que on soit peut-être un peu moins dur avec ces mecs-là. Peut-être que les cas est pareil, mais en tout cas, Cahuzac, j'ai découvert un vrai mec, un mec intéressant. Et après, ça reste un énorme bourrin sur le terrain qui mérite souvent des rouges à chaque match, quoi. Voilà, c'est juste pour mettre un peu de nuance et parce que j'ai bien aimé ce documentaire.
Alors, je continue avec ma liste des bonnes notes du site de la FF Loose. On a cité Celik, donc qui reçoit la note de 4 sur 10. Avec si l'un d'entre vous pouvait prendre rendez-vous chez l'Ostao pour lui suite à son coup de coude reçu dans la carotide, merci d'avance. On a cité Burak Yilmaz qui obtient la magnifique note de 1 sur 10. Je rappelle, les notes sont inversées. Hein. Et le commentaire. 0, hein. Oui, quasiment. Et donc, nettoyeur officiel de toile d'araignée du Stade Bollard, honnête n'a qu'à bien se tenir. Christophe C., ta sélection. Alors, je ne vais pas être original, mais pour Lille, je vais garder quand même Maignan pour notamment ses arrêts en première mi-temps, Soumaré et Burak, forcément. Pour les flops, j'aurais bien mis la défense centrale de Lens, qui j'ai trouvé pas très bonne vendredi. Et je voudrais rajouter un commentateur qui nous a quand même sorti, Jean-Louis David. Même nous, on n'ose pas le faire. Exact. Donc, voilà. C'est vrai que la remarque était un peu tirée par les cheveux. Alors, vous voulez des notes? Donc, le Lensois Badé obtient la note de 8 sur 10. Donc, magnifique combo, passe foirée, comportement attentiste sur le 3e but lillois. Alors, Badé, je vais moduler un peu mon propos parce qu'il a fait une déclaration sur le site du RCL après le match où il s'excusait de ses erreurs. Donc, où il reconnaissait que il mettait pas du tout en avant l'arbitrage, l'effet de jeu. Il disait, j'ai fait 2 conneries, je m'en excuse, je recommencerai plus. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Alors, Badé, c'est bien. Badé, donc 8 sur 10. Et je vais retourner à Lille avec, on l'a évoqué tout à l'heure, la défense Soumaré qui obtient la note de 2. Alors, le commentaire, il ne lui reste plus que 2 matchs à jouer en France. Son avenir se trace bien loin de Lille, bien loin de la Ligue 1, surtout. C'est pour rebondir sur les infos ou les bruits, les rumeurs qui circulent cette semaine. J'en étais à Christophe D, c'est ça? Ouais, j'ai pas fait, moi. Donc, vas-y, Christophe D, c'est à toi. Je vais pas être très original parce que Maignan, Soumaré, encore une fois, parce que c'est vrai que depuis Paris, il est bon. Depuis le match à Paris. Burak, bien sûr, qui est extraordinaire. On a gagné l'auto cet été. Hein. On ne savait pas à l'époque, mais on a gagné l'auto. Et après, Tcheka en flop. Parce que Tcheka, il fait un début de match dégueulasse. D'ailleurs, on voit la différence entre Soumaré et Tcheka. On voit que d'un côté, il y a Fofana qui est étouffé et que de l'autre côté, il y a Doucouré, si je ne me trompe pas, qui arrive à faire des décalages assez facilement. Donc, Tcheka, il a eu du mal vraiment. Après, ça peut se comprendre. Hein. Il ne joue pas tous les matchs. Mais il a commencé à être mieux après, à partir de la 50e à peu près, je crois. Donc, pas pour moi. Donc, Tcheka un peu en dessous. Mais il ne s'est pas énervé, il n'a pas foutu de coup de boule, donc là, c'est déjà très bien. Et après, à Lens, Fofana, parce que j'avais dit beaucoup de bien de lui, et il commence avec une planchette japonaise, c'est quand même n'importe quoi. C'est pas le bon sport, gros. Mais voilà, Fofana. Et après, les autres, Michelin, le triste Leca, qui est peut-être sympa dans la vie, c'est vrai, mais là, il était triste, hein, vraiment triste. Alors justement, Fofana obtient la note de 8 sur 10 et tellement bien rentré dans son match qu'il a fini par rentrer dans le tibia de Bamba. Ça résume bien sa prestation, je crois. Baptiste, ta sélection, les joueurs que tu veux mettre en avant dans un sens ou dans l'autre? Alors, hormis tous les tops qu'on peut citer du côté de Lille, moi j'aimerais mettre en avant Jonathan David aussi, qui a été décisif entre guillemets sur les 3 fois, puisque le premier but c'est lui qui fait l'appel sur le penalty, le deuxième c'est lui qui contre la relance de Badé, et le troisième c'est lui qui finit sous la barre de l'ECA. Et en flop du côté de Lens, pardon, je vais nommer Leca, alors pas pour son mauvais match, mais plutôt parce qu'il râle de la VAR, mais à ce que je sache, ce n'est pas la VAR qui occasionne son magnifique but pris par Burak Yilmaz. Donc, le cas pour son magnifique match, dans le mauvais sens du terme, et qui, je pense, doit avoir un 9 ou un 10 sur 10 sur tes notes, François. Je l'ai dit tout à l'heure, il a 9 sur 10. Alors, la note de Galtier, ça vous intéresse? 9. Allez. Galtier obtient la note de 0,5 sur 10. Et le commentaire, on attendait avec impatience sa roulade arrière, en vain, choqué, limite déçu. Georges, ta sélection. Côté lillois, pareil. Je pense vraiment qu'on ne peut pas passer à côté du match de Soumaré.
Et puis de la fin de saison de Soumaré globalement, parce qu'il bouffe du terrain. C'est lui qui tient un flot justement dans cette demi-heure où c'est un peu compliqué. Évidemment, Yilmaz, c'est toujours... Et moi, j'ai bien aimé encore une fois la charnière centrale qui a su gérer justement le passage d'orage de la première demi-heure et qui a vraiment facilité en empêchant les Lensois d'être plus dangereux que ça. Même, voilà. Et côté bid, tiens, je vais en mettre un petit à Lille en clin d'œil. Je vais en mettre un à Reinildo, parce qu'à force de faire des matchs extraordinaires, dès qu'il devient ordinaire, on va un petit peu le... Bon, il a fait un bon match, mais rien à voir avec le brillant Reinildo brillant. C'est surtout, moi, je voulais... Alors, évidemment, le cas, on ne va pas accabler plus que ce n'était, quoi. Il a été quasiment aussi mauvais dans son but qu'en conférence de presse. Et puis, moi, je pensais à Kakuta, finalement, sur les deux matchs. Seul endroit où il a été le plus offensif, c'est justement en conférence de presse, parce qu'on ne l'a pas vu du tout. Et quand même, moi, un Lensois qui m'a plu dans le jeu, quand même mettre un top, c'est Doucouré. Alors, Kakuta n'a même pas été noté par le site de la Fédération française de la loose, pour vous dire s'il a fait un bon match. Alors, justement... Pour anecdote, ouais, Kakuta, d'ailleurs, même dans sa conférence de presse, je pense que je suis supporter lensois, l'entendre dire finalement le seul truc qui me motive, ce qui me motive, c'est de priver, c'est de faire en sorte que Paris ait le titre. Moi, en tant que supporter lensois, j'aurais préféré finalement qu'ils viennent là pour gagner le derby et non pas pour voir perdre les autres. Puis en plus, je suis pas sûr que tous les Lensois soient hyper emballés de voir Paris champion de France. Donc je pense qu'en plus, dans son ciblage, le mec, il a été aussi précis que pendant le match, quoi. Ah non, je pense que tu es juste un supporter lillois et que tu comprends pas la mentalité lensoise. Eux, ils étaient contents. Non, mais sur les réseaux sociaux, ils étaient contents. Ah non, il y a beaucoup de supporters lensois, c'est plutôt Lille que Paris. D'accord. Ah ouais, non, c'est... non. C'est pas nous qui avons repeint leur but. C'est pas ceux qui chantent alors, Georges, en tout cas. Non, il y a beaucoup de... Non, la rancœur, le bus repeint et tout, je peux t'assurer que... Non, j'en ai discuté avec pas mal de Lensois qui m'ont dit ça me fait mal au cul, mais on veut surtout pas que ce soit Paris. On préfère encore que ce soit vous. Alors, après, c'est la famille de Christophe, ça compte pas, parce qu'on a bien senti que tout à l'heure, il ménageait bien Lens. On sent qu'il y a des dîners de famille qui risquent d'être un peu difficiles. Non, mais c'est vrai, comme le terrain est pas mal. Moi, je veux bien les Fofana en mode football, mais pas en kimono. Après ces considérations anatomiques, je vais passer la parole à Arnaud pour qu'il nous fasse part de sa sélection et celle des réseaux sociaux. Juste avant, je vais terminer avec cette liste qui était fort amusante de la Fédération française de la loose, avec Bamba, avec David, alors pas Jean-Louis, Jonathan, donc David qui obtient la note de 6, une note moyenne. On reconnaît un buteur de haut niveau à son placement dans la surface, mais avec le cas, pas besoin d'être à l'intérieur de celle-ci pour marquer. Et bim. Arnaud, à toi de jouer. Tout a été dit quasiment. Donc, je vais simplement dire ce que ont dit les internautes. Il y a dans les tops, il y a Bourak principalement, et dans les flops, il y a Pied aussi, d'après ce que je vois aussi. Il y en a un qui marque Pied, et il y a aussi Eleor qui dit que le flop lillois, c'est aussi Fonté qui va louper le dernier match. Si je me trompe pas, parce qu'il prend son 3e carton jaune en moins de 10 matchs. D'ailleurs, je me permets Arnaud, l'information vient de tomber, il ne sera pas suspendu. Il sera pas suspendu, alors dû à un oubli ou non, je ne sais pas. Mais la LFP a annoncé dans son rapport aujourd'hui qu'il ne sera pas suspendu. Alors la cause, c'est que son carton jaune contre Paris n'a pas été comptabilisé sur leur site, donc il ne sera pas suspendu contre Angers. Donc voilà l'info. Sous la balance, José Fonté sera là contre Angers. Ça va commencer à se voir là. Baptiste, j'espère que c'est vrai, parce que si c'est vrai, on a vraiment un vrai scoop sur le bistrot d'Adélos. C'est cadeau. On a surtout la chance de champion. Incroyable. Et donc sur le rapport de la commission, effectivement, il n'est pas nommé, mais j'ai pas vu l'info que Baptiste sort. Mais sur le rapport de la commission qui est tombé aujourd'hui, José n'est pas nommé, effectivement. Et ce qui veut dire que le Lensois qui débriefait sur YouTube, qui disait « Toucha, chez un complot de la FIFA », il y avait raison. Voilà. Il a raison, ça se voit maintenant, ça se voit. Tout se déroule comme prévu. Non, sinon après, mes tops et mes flops, c'est vrai que les tops, il y a rien à dire, tout a été dit. Il y a Bourak, Maignan, même Soumaré, c'était énorme. Les flops, c'est vrai que j'avais pensé aussi à Fonté, qui est dommage qu'il se prendre ce carton bête, mais bon, s'il est pas comptabilisé, tant mieux, on va dire là-dessus. Enfin, celui de Paris surtout. Et après, quand même, je voudrais revenir quand même sur Kakuta, qui avait quand même balancé une pique envers les Lillois. Moi,
simplement à dire que Guirassy, il a quand même bien répondu aussi, hein. Malgré qu'il soit pas lillois, il a quand même remis une punchline énorme à Kakuta, hein. Franchement, lui dit il a été incroyable. qu'il aimerait bien que Lille soit champion, hein. Il y a une différence essentielle entre la déclaration de Guirassy et celle de Kakuta, c'est que Guirassy, il a parlé après avoir agi. Oui, aussi. C'est quand même important. Je vous propose de terminer avec ce derby et de passer à la deuxième partie de l'émission. On a largement débordé, donc on va essayer de rattraper un petit peu le temps. Deuxième partie de l'émission, fin de saison, une mobilisation des supporters lillois qui va crescendo. Alors, on a François donc, qui a vu ça de près sur le site du LOSC avec les réactions que tu peux avoir. On a plusieurs événements durant la semaine où on a vu la pression monter. Le LOSC a ouvert l'entraînement aux sections. Il y a eu finalement des banderoles ou des appels à mettre des banderoles à l'entrée de Luchin. Il y a eu des banderoles en réponse aux banderoles lensoises, un petit jeu, le jeu habituel du derby qui vient augmenter un peu la pression, à laquelle on a participé à notre maigre mesure. Alors nous, on n'avait pas de banderole, mais on avait une bande son, donc on te la fera découvrir après l'émission, François. Ça ne mange pas de pain. Et puis surtout, donc, la présence des supporters au départ de Luchin, qui était, je crois, organisé par le club, et surtout celle au retour du bus à Luchin, qui était organisée par personne, et qui a, d'après les vidéos, fortement impressionné les joueurs. Comment tu as vécu ça, toi, François, qui est supporter, mais qui a une petite entrée parfois au club je suis supporter privilégié, on va dire. Ouais, comment j'ai vécu ça, c'était juste extraordinaire. Après, est-ce que c'est le club qui a organisé ça? Je ne sais pas. Très honnêtement, je ne peux pas vous le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont vu passer, ils ont dû être sollicités par de nombreux supporters pour leur dire on veut venir, on va venir. À un moment donné, l'allée qui mène au domaine, c'est la voie publique. Tu peux pas empêcher les gens de venir. Donc, le plus intelligent à faire, c'était de s'entendre avec la préfecture pour encadrer tout ça. C'est ce qui a été fait. Ça a été bien fait. On a vécu une super fête. C'était juste extraordinaire. Moi, je suis arrivé dans l'allée du domaine à 9h, à peu près 9h passées. Il y avait déjà pas mal de monde. Et puis, j'ai vu le truc se remplir. Des chants, des écharpes, des drapeaux, des fumigènes, des pétards. Et puis après, les joueurs qui ont commencé à arriver en même temps, parce qu'on est arrivé tellement tôt qu'on est arrivé avant les joueurs, finalement. Moi qui pensais, le privilège d'aller me garer dans le domaine, je pensais déjà voir le parking des joueurs rempli. Pas du tout. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? D'où vont-ils partir? Et finalement, ils sont arrivés les uns après les autres. Donc, ils ont eu le droit à ce que vous avez vu sur le réseau, notamment avec l'arrivée de Bourak, où là, franchement, c'était juste extraordinaire. Je crois que c'est Georges qui disait ça tout à l'heure, mais il a dû se croire en Turquie, effectivement. Là, c'est vraiment l'ambiance extraordinaire qu'il a dû connaître. Et oui, non, c'était génial de voir cette ferveur, de se retrouver. Déjà, rien que de pouvoir se retrouver ensemble. Chanter, encourager notre équipe quand on voit l'effet que ça a eu, c'était juste dingue. Et il y a eu l'après aussi, où j'y étais aussi. J'ai bravé le couvre-feu, on va dire. Bon, voilà, non, j'y étais, c'était dingue. Là aussi, c'était dingue. Vous avez vu les images, hein. Oui. Elles parlent d'elles-mêmes, c'était juste incroyable. Les joueurs ont vu ça, et c'est pareil, j'étais en contact avec 2-3 joueurs et quelques membres aussi de la com dans le bus, je leur demandais vous arrivez quand, et ils me disaient bientôt, pourquoi, il y a du monde, ouais, et puis je leur filmais un petit peu les champs et tout le monde qui était sur le rond-point, et là aussi on a vécu un moment extraordinaire, les joueurs qui sont repartis après, et voilà, il est 1h du matin, c'est ça? Ouais, quand il passe, il est 1h du mat, ouais. Et je peux pas vous dire combien on était. Pas parce que je savais plus compter, sinon j'aurais pas pris le volant. mais je pense qu'on devait être au moins 300, peut-être. Ouais, je dirais au moins 300 personnes. Et le matin... on était 600, 700. Ouais, peut-être un peu plus après. Moi, ça m'a donné l'impression de plus, quoi. Mais... Il me semble que c'est 1000 selon les supporters et 650 selon les policiers. Ouais, oui, voilà. Et 30 selon les supporters lensois. Ouais, j'ai lu ça aussi. Non, mais c'était génial, franchement, c'était génial d'avoir pu vivre ça ensemble. Et oui, c'est top. Ça a été bien fait. Très franchement, ça a été bien fait dans le respect. Je tire un coup de chapeau à la Sécu du LOSC, qui a vachement bien géré tout ça, parce qu'il y avait quand même des mouvements de foule, mais ça a été très pédagogue et ça a été vachement bien géré, franchement.
Ouais, on a vécu un grand moment. On peut pas aller au stade, mais on a vécu ça, c'était cool. Voilà, donc c'est pas organisé, mais c'est plutôt facilité finalement par le LOSC vu la demande. Ah oui, puisque de toute façon, quand tu te positionnes en tant que club et que tu pourrais dire, bah, nous, on voudrait organiser ça, mais de toute façon, tu peux pas le dire parce que tu n'as pas le droit, c'est pas possible d'organiser un rassemblement. Donc, le mieux à faire, c'est de dire, bon, bah voilà, de toute façon, il va se passer quelque chose de sauvage, donc autant qu'on essaye, vous et moi, j'imagine que c'est comme ça que ça s'est passé, tu vois, autant qu'on essaye d'encadrer le truc et que ça se passe du mieux possible, et c'est ce qui a été fait, et bien fait. Les forces de police étaient présentes, mais bienveillantes. Hein. Alors, les forces de police étaient là, mais le matin, c'était simplement les motards de l'escorte. Il y a la gendarmerie qui est venue aussi, mais ouais, 4-5 gendarmes, quoi. Donc, ils venaient pas pour un coup de force pour envoyer les gens, parce qu'à 4-5 gendarmes sur 800 supporters lillois, je pense que l'intention n'était pas celle-là. Non, ils étaient vraiment dans le dialogue et tout, et le soir aussi. Hein. Le soir, franchement, je pense qu'ils auraient pu mettre des flopés de 135 € là. Hein. Voilà, ça a été très pédagogue, ça s'est vachement bien passé. J'allais dire, si ça doit aller jusqu'au bout et que ça doit se passer en bonnes conditions, qu'on se retrouve à 50 000 sur le parvis du stade Pierre-Mauroy le dernier dimanche soir, à 135 € l'amende, on va pouvoir boucher à nous tout seuls le trou de la sécurité sociale. Je crois bien, oui. Alors, les autres membres les autres piliers du bistrot, vous avez vécu ça sur les réseaux sociaux, personne d'autre n'était présent? Si, j'étais au matin. Alors Baptiste, comment tu l'as vécu toi en direct? Bah, comme François, je pense que c'était totalement incroyable d'y être, arrivé. Bon, je suis arrivé aux alentours de 8h45, être là-bas et voir déjà des gens, voir les joueurs arriver. Alors c'est vrai que c'est dur à voir avec leur vie teintée, mais les voir et même prendre des vidéos et être heureux, je pense que c'est ça aussi qui nous a rendus heureux, c'est de les voir aussi heureux. Et quand le bus arrive, il doit être aux alentours de 10h, je pense. Et à partir de là, quand les fumigènes commencent à rentrer, quand on voit plus à 2 mètres, quand on est intoxiqué, même par cette fumée, j'ai encore mon masque là, il est tout rouge, mais c'est totalement incroyable. Et le bus qui part, et on tape sur le bus, et on chante, et on chante. Et franchement, cette ferveur, elle est incroyable, parce que ça fait plus d'1 an qu'on s'est pas vu, entre guillemets. Et c'est incroyable de se voir, de chanter, et d'en perdre sa voix même. J'étais en cours l'après-midi, j'en perdais ma voix, je pouvais plus parler. Enfin, c'était totalement impressionnant. Et le bus qui à partir du rond-point jusqu'à l'autoroute, mais ami, je vais pas dire, mais au moins un quart d'heure, 20 minutes, alors qu'il doit avoir 20 minutes, 100 mètres. Il doit avoir 100 mètres. Enfin, c'était totalement impressionnant. Et franchement. Les supporters qui couraient sur la bande d'insertion de la 27, je me suis dit, mais quand est-ce qu'ils vont s'arrêter, quoi. C'est ça, c'était incroyable. Et franchement, on a envie de vivre ça toutes les semaines. Franchement, c'était impressionnant. Alors les autres, vous avez vécu ça par vidéo interposée. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qui veut prendre la parole? Un petit geste ou je désigne au hasard? Moi, je veux bien, ouais. Christophe C. Moi, je veux bien, Christophe C. Ouais, alors moi, je l'ai vécu avec comme Julien, en fait, au boulot, toute la matinée, notamment avec mon téléphone. Enfin, voilà, ça bipait toutes les 3 minutes. Avec quelqu'un qu'on connaît bien au bistrot. Alors, on m'a dit qu'il travaillait au LOSC, mais j'en suis pas sûr, avec Erwan, que tout le monde connaît. Non, il travaille pas au LOSC. Mais si, je vous donne le scoop, Erwan est bien salarié. C'était sûr. Salut Erwan, si tu nous regardes. Donc voilà, il a balancé des vidéos toute la matinée, donc ouais, c'était plutôt sympa de voir ça. Et puis voilà, du coup, on se chauffait un peu au boulot avec ça, avec mes collègues. Voilà, c'est monté en pression grâce à eux, et on est arrivé le soir, on était fin prêt, quoi. Merci à eux. Georges, tu as réussi à travailler vendredi? Non, j'avais pas. Enfin, j'ai posé, j'avais anticipé le truc. Bah ici, non, j'ai échangé avec. On a échangé gentiment avec un très bon ami, qui n'a qu'un seul défaut. Il encourage le Racing Club de Lens. Et au deuxième but de Yilmaz, il m'a juste envoyé le dernier SMS en me disant: écoute, félicitations, bravo à vous, mais moi, ils m'ont bien fait chier, je vais me coucher. Et puis, il m'a dit que vous ne pouvez s'en prendre qu'à ses joueurs, quoi. Et donc, nous, la fête, Baptiste, à Grandfort, à Grandfort Philippe, on l'a fait. J'étais dehors à 1 selon moi et 0 selon la police, ce qui m'arrange parce que sinon, ça m'aurait coûté 135 balles. Mais on a quand même joyeusement festoyé ça. Enfin, disons que je me suis refait je suis un petit peu baladé sur les réseaux. J'ai écouté les brillantes interventions de France Bleu Nord, l'espèce de punchline où, entre supporters, la raclée s'est poursuivie tard dans la soirée. Personne. J'ai entendu des choses très drôles. Disons que ça a été un petit plaisir solitaire, quoi.
Christophe, tu as quelque chose à dire? Christophe D, bien sûr. Moi, j'ai vécu ça. J'étais stressé, mais les ambiances, tout ça, compagnie, je les ai vus un peu, mais très peu. Je les ai vus plus en décalé avant le match. J'ai dit, wow, c'était chaud. Mais je pensais que c'était juste avant le match, alors que c'était à 9h du matin. Bon, moi, j'étais un peu décalé, c'est tout. Après, je regarde les matchs avec, dans la famille. Non, là, ici, on écoute des Lillois. Hein. C'est le reste de la famille qui est Ne te justifie pas, Christophe. qui est différent. Et avec un ami qui a relâché le football depuis 10-15 ans et qui là, il revient. Donc c'est vachement sympa parce que lui, il a une bonne fraîcheur. Il découvre les matchs ou qu'il dit ouais, ça joue vite quand même. Tu vois, c'est bien. Ça me permet, c'est vachement bien quoi, de voir quelqu'un qui a un peu de recul et qui est Lillois. Attention, il y a fond dedans. Lui, il dit qu'il va être champion. Moi, je dis attends, on n'est pas sûr. C'est pas fait. Ce sera la question qui va venir. Julien, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, je peux dire que ce qu'on s'est échangé avec les Dogs de Paris cet après-midi là sur notre groupe, on s'est partagé la définition d'une semaine. Et une semaine en ce moment, c'est le laps de temps entre deux matchs du LOSC. Voilà. C'est ça une semaine, c'est ça l'unité de mesure. Et ouais, depuis 15 jours, moi je vis plus. Pour la première fois. Mon fils m'a dit que j'allais trop loin. Il a 11 ans. Il m'a dit non, là, papa, tu vas trop loin. T'as mis Bourak en fond d'écran de ton téléphone, c'est plus moi. Et il a raison. Je suis allé beaucoup trop loin. J'ai acheté un t-shirt avec Bourak. Enfin, je vais beaucoup trop loin. J'ai vécu tout ça à distance par procuration. J'enregistrais les vidéos, je les recadrais, je les renvoyais à mes potes, etc. J'étais comme un dingue. Donc, c'est pour ça que cette proportion de 70-30 de champ anti-Lensois ou pour Lille, je l'avais un peu en tête et j'ai vraiment suivi ça à fond. Et je me suis rendu compte à quel point ça me manquait. Et je me suis posé la question, c'est quoi le dernier souvenir que tu as d'avoir vécu un truc aussi fort, aussi intense? Et je pense que c'était à Chelsea, il y a maintenant 1 an et demi, quand on était au stade et qu'on les a quand même bien bougés. On a chanté pendant 90 minutes alors qu'on n'a pas gagné. Et ça a été extraordinaire. Et comme d'habitude, un peu comme Christophe, moi, c'est mon beau-frère qui habite à Londres et qui est venu dans la tribune avec nous, qui avait déjà fait ça à Liverpool et qui s'est régalé et qui m'a dit « Mais vous êtes des dingues, c'est incroyable, quel plaisir on prend !» Et voilà, moi, ça m'a rappelé Chelsea et ça m'a rappelé à quel point tout ça me manquait, le fait de chanter ensemble, d'être ensemble, de communier ensemble. Voilà, ça me manque terriblement. Si tu veux, Julien, j'ai rempli un formulaire. Ton fils, le plus beau souvenir comparable. J'ai rempli un formulaire, Julien, pour être adopté par Bourak. Si tu veux, je te fais une copie. Voilà. On va tous les lettres. En parlant d'adoption, tant que tu n'entames pas de procédure administrative pour changer le prénom de ton fils en Bourak, nous ne nous inquiéterons pas, Julien. Nous ne nous inquiéterons pas. Non, Arnaud, je vais l'appeler Kral. Arnaud, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet? Est-ce qu'il y a des commentaires sur les réseaux sociaux? Alors, dans le commentaire, il y a Sable Carrage qui dit merci à François pour les Dog Inside. Je loupe pas, hein. J'ai pas été tiré au sort pour le maillot, dommage. Merci à lui. Il faut jouer. Ah oui. Sinon, moi, de mon côté, vu que je suis dans le Pas-de-Calais, un peu comme Georges, limite un plaisir solitaire. Hein, Mais toi en plus, sans doute. Hein. Ah ouais, moi, je suis en plus dans le 62, bien, hein, donc je peux pas mieux. Hein, donc. Mais non, c'est vrai que ça a été une soirée magnifique. Et c'est vrai que Erwan a fait des vidéos, je pense qu'elles ont été retweetées des centaines ou des milliers de fois, tellement elles ont été bien. Et c'est vrai que c'était vraiment le reporter sur place qui a mis des vidéos tout le temps. Et en plus, il était là le soir. Hein. Au départ, il avait dit non, ne venez pas, il y a des gendarmes. En fin de compte, ils sont quand même restés. Et il est resté toute la nuit quasiment là-bas. Donc non, mais c'est super, c'est une ambiance. Et c'est le maire de Canfin-en-Pévèle qui disait qu'il n'a jamais vu ça. Et même là, il y a 10 ans, quand Lille a été champion. Ça, c'est quand même remarquable. On voit quand même que ça évolue et en bien, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de débordement, il n'y a rien eu. Hein, donc c'est ça qui est bien. Parce qu'il y a un manque et parce qu'il y a une nouvelle génération, parce qu'on voit que c'est des très jeunes, c'est des gars qui ont quoi, qui ont l'âge de Baptiste finalement, qui étaient tout jeunes au moment des 10 ans. Et chez nous, et contrairement à Lens d'ailleurs, quand tu vois les images, chez nous, il y a eu un vrai renouvellement grâce à ce titre il y a 10 ans. Et Lens qui a gagné le titre en 98, tu vois que c'est un peu vieillissant. Il n'y a pas eu le même renouvellement. Ils ont fait beaucoup de Ligue 2 et nous, on est allé en Europe 15 fois sur les 20 dernières années, c'est ça? Donc forcément, quand tu es enfant, tu bandes plus devant un club comme Lille que Lens, c'est normal.
Après, il y a aussi un petit message à part, c'est bravo aussi au community manager du LOSC quand même, parce qu'il s'est quand même bien fait, et ça, un incendié aussi, donc chapeau quand même. Hein. On a une pensée pour lui parce que c'est vrai que on a beaucoup rigolé, on a beaucoup vécu le derby avant, après sur les réseaux sociaux. Il y a toujours un peu de débordement. Et quand ça touche des personnes ad nominem, il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Et là, elles l'ont été. Et je ne sais pas s'il y aura des suites. Mais en tout cas, le supporter incriminé a vite détalé des réseaux sociaux. Visiblement, son compte a explosé comme dans Mission Impossible. La bande s'est autodétruite au bout de 5 secondes. Et lui va très bien. Je l'ai eu tout à l'heure et il va bien. Il vit bien le truc, ça va. C'est l'essentiel. Georges, tu voulais rajouter quelque chose? Pour rester dans l'intelligence supporter, petite pensée aussi aux pompiers de Carvin. Ah oui. Oui, j'ai vu ça. Ça, c'est beau. Tu peux nous rappeler l'anecdote, Georges? Alors, oui. Simplement, un Lensois qui, manifestement un peu casanier, a dû rester chez lui, allumer la télé, et en voyant le car Lensois dans la télé, a craqué un fumigène dans son salon. Voilà, donc on m'explique souvent la passion lensoise, tu peux pas comprendre. Bah non, je tiens trop à mes mains. Donc la police est intervenue, ils ont cassé un carreau, le flic s'est ouvert la main, a fini à SOS Main, les pompiers sont arrivés et sur les réseaux sociaux le lendemain, il y a un pompier qui est intervenu, qui a dit écoutez, moi je suis lensois, mais quand même il y en a certains d'entre nous, ils vont vraiment trop loin. Et il a expliqué l'anecdote et il s'est fait incendié, c'est le cas de le dire, par des supporters lensois qui lui ont dit t'es un faux supporter lensois. Mais on marche sur la tête, quoi. C'est incroyable. Ça va trop loin. Tout ça pour illustrer que les plaisirs solitaires qu'évoquaient Arnaud et Georges peuvent être parfois très dangereux et en plus peuvent nous obliger la semaine prochaine à interdire aux moins de 18 ans pour la prochaine édition du Bistrot d'Allez le LOSC. Je vous propose de passer à la dernière partie de l'émission, donc Lille-Saint-Étienne, l'avant-dernière finale. Avant de penser au titre, les Lillois doivent se mettre au vert, au pluriel bien évidemment. Avant justement de revenir sur ce match, un petit tour de table rapide. Il reste 2 finales. Nous avons 3 points d'avance sur le PSG qui a fait match nul donc contre Rennes la semaine dernière. Est-ce que le titre peut encore échapper à Lille? Oui, non, et avec un petit commentaire. Alors je vois Julien qui a très envie de répondre. Julien, je sais que tu as répondu. Mais oui, j'ai répondu hier à Tribune Nord, sur France Bleu. C'est pour ça que je ris. Donc, écoute, je vais faire la même réponse qu'hier. Hein, je vais me paraphraser. Est-ce qu'on est en position idéale? Oui. Est-ce qu'on n'a jamais été aussi près depuis 10 ans d'avoir le titre? Oui. Est-ce que le titre est acquis? Non. Donc voilà. Non. Je flippe complètement. D'abord, je ne sais même pas qui joue Paris et je m'en fous. Je pense qu'il faut qu'on gagne ces 2 matchs, point barre, et ça doit devenir obsessionnel, c'est ça le sujet. Et pourquoi j'ai peur? Parce que je trouve que l'environnement de ces 2 matchs, même si Saint-Etienne et Angers sont dans le ventre mou, j'adore Puel, vous le savez, je l'ai déjà dit, moi j'aime les mecs droits, Puel est un mec droit, et tellement droit qu'il ne va pas offrir le titre à Lille, et il a tellement de grinta qu'il va remonter ses joueurs pour leur dire les gars, on va aller taper le premier. Ça je pense que ça correspond bien à Claude Puel. Intrinsèquement, on est beaucoup plus fort que cette jeune équipe de Saint-Etienne. Donc, normalement, ça doit passer, mais il n'y aura pas de cadeau. Et puis, Angers, c'est la fin c'est le dernier match après 10 ans de Stéphane Moulin. De ce que j'ai compris, c'est plutôt une lassitude de sa part, peut-être un désaccord avec la direction, il n'y avait pas assez de moyens. Donc, c'est un gars qui a apprécié, qui est aimé. Et j'ai un peu peur du baroud d'honneur de son équipe pour le remercier de toutes ces belles années, tu vois. Donc, quand je vois tout ça, je flippe un peu. Et en même temps, si on fait les mêmes matchs, si on a le même sérieux, si on est aussi froid, méthodique qu'on l'a été sur les derniers matchs, quasiment sans sentiment, on ira au bout et on sera champion. Avant de passer la parole au suivant, je voulais revenir sur une interview de Christophe Galtier sur ce sujet qui répondait à un journaliste en disant « Ce qui peut nous empêcher d'être champions, les adversaires déjà. » Et ensuite, mais aussi la nervosité. Et il conclut cette interview en disant « Notre saison est magnifique, à nous de la rendre exceptionnelle. » Quelqu'un veut rajouter sur ce sujet? François, tu as quelque chose Non, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Julien. En fait, mon sentiment, moi, si le cœur parle, c'est que
oui, j'ai vraiment l'impression que là, on est en train de le toucher du bout des doigts et qu'on va le faire. La raison me fait dire il faut tout gagner. Et non, pour l'instant, c'est pas encore fait. Après, quand tu parles de nervosité, oui, tu fais bien de le dire. Mais on a José, on a Benjamin, on a Bourak, on a tous ces gens-là qui vont dire au groupe, les gars, tranquille, on va faire le job, on a nos certitudes, on va jouer avec autant d'envie. Moi, ce qui me rassure, c'est que les derniers matchs sont excellents dans l'entame. C'est ce qui nous faisait un petit peu défaut. On avait du mal à rentrer dans les matchs. Ça pouvait faire un petit peu peur. Et là, depuis Lyon, Nice et Lens dans l'entame, mais on mange tout, quoi. On est affamé. Et je vois pas comment ça pourrait être différent sur le démarrage contre Saint-Etienne et sur le démarrage à Angers. Je vois pas comment. Je vois pas comment ce groupe-là, qui est remonté à bloc, qui est déterminé, qui est une vraie bande de potes, qui a envie de le faire, je vois pas comment ce groupe-là peut rater son entame de match et peut passer à côté de ces deux matchs-là. Après, il y a un adversaire. Il y a un adversaire qui sera pas démobilisé, que ce soit les Stéphanois ou Angers, et qui vont pas nous faciliter la tâche. Mais voilà, il faut tout gagner. Comme a dit le coach, il a raison de le dire. Il reste convaincu qu'il faut gagner les deux matchs. Il ne faut pas se dire qu'il n'y a plus que 4 points. On n'est pas à l'abri que Paris, qui va jouer Julien contre Stéphane Dumont et Alexis Flips, autrement dit le stade de Reims, on n'est pas à l'abri qu'il fasse un faux pas et on n'est pas à l'abri d'une immense joie déjà dimanche soir. Mais voilà, je passe un message s'il y a des gens du SCO d'Angers qui pourront accueillir 800 spectateurs le 23 mai, soyez classe, ouvrez-nous un peu le parquage. Voilà, c'est tout. Le message est passé. Je passe la parole au suivant. D'autant que dans les commentaires sur Facebook, il y a les dogs de l'Ouest qui disent qu'ils seront bien à Angers. Donc ce serait bien en effet que les dogs de l'Ouest puissent avoir quelques places. Ouais, pas grand-chose, parce qu'évidemment, les Angevins vont vouloir voir le dernier match de leur coach. Mais quelques places, ce serait hyper classe de la part du SCO. 800, ça nous va tout à fait. 800 places. Christophe D, la semaine dernière, tu disais que Paris n'allait perdre aucun point, qu'il fallait tout gagner. Comment tu vois la fin de championnat, en sachant qu'on a finalement un demi-joker maintenant, avec une possibilité de faire un match nul et une victoire, ce qui nous assurerait le titre. Ouais, j'avoue, j'ai fauté. J'ai regardé la deuxième mi-temps de Rennes-Paris. Et Rennes était largement au-dessus de Paris. Donc, je me suis dit, bon, tout compte fait, Paris, ça se part. En plus, Kipembe, normalement, il va prendre 27 matchs. Là, tu fais un attaque pour les deux chevilles, tu insultes l'arbitre, tu insultes la famille, tu insultes tout le monde. Normalement, il y a quand même, c'est plus que 2 matchs, quand même, non? C'est pas. Combien? 2 plus 1 sur 6. Non, 2 plus 1. Attention, parce qu'il y a aussi la Coupe de France que va jouer Paris qui rentre dans le nombre des matchs. Donc, s'il prend 2 matchs, il sera présent au dernier match de championnat. Ok, donc c'est comme Ramos au Real, il a le droit de vie et de mort sur les adversaires, c'est bien, c'est sympa. Donc c'est n'importe quoi, enfin c'est pas grave. Mais sur le truc, c'est que je parie, je pense que en effet, je pensais pas qu'ils allaient perdre, surtout sur ce match-là, et qu'ils maîtrisaient pas du tout, mais qu'ils avaient quand même un grand avance. Mais donc voilà. Donc, mais je pense quand même que Lille doit gagner ces 2 derniers matchs, sinon on va se foutre la trouille, quoi. Et donc, c'est comme ils ont fait là. Il faut qu'ils soient froids, il faut avoir cette mentalité qu'ils ont actuellement. C'est-à-dire qu'ils rentrent dedans, mais il n'y a pas d'excès. Ils font ce qu'ils savent faire. Enfin, c'est pas fou ce qu'ils font. C'est juste qu'ils pressent, ils font les passes comme il faut, ils font les déplacements et il n'y a pas de mecs qui vont faire dribbler 12 joueurs. C'est pas ça le but. C'est on presse haut, on essaie d'étouffer dès le début du match. Et puis marquer au plus vite possible. Et c'est bien, si continue comme ça va aller. J'ai énormément confiance en Bourak parce que je trouve que ce gars-là, il marche à l'envie et là, il est chaud mais bouillant. Je pense qu'on n'a jamais eu un joueur avec une mentalité pareille qui joue attaquant. Il y a eu Fernando, il y a eu des gens comme ça, mais qui joue attaquant, qui peut marquer des buts. Je me rappelle pas. Et donc voilà, je confiance, mais après, 2 minutes avant le match, je flippe à mort et voilà. Je pense que ça va être compliqué, quoi. Christophe C, quel est ton avis sur cette question? Moi, j'ai été rassuré par déjà l'intervention de comment il s'appelle, Marquinhos après le match de Paris, qui déjà dans sa tête, lui, a laissé entendre que ça allait être compliqué pour Paris. Je ne vais pas dire qu'il tirait une croix sur le championnat, mais voilà, ses propos étaient un peu dans ce sens. Après, pour revenir sur Saint-Etienne, moi, il y a un joueur qui me court sur le haricot, là,
Kazri, alors attention, il ne faut pas oublier l'histoire du penalty du match aller. Moi, je l'ai encore en travers. Je pense que Lille l'aura encore en travers et savent à quoi s'attendre avec ce joueur. Après, c'est une équipe devant avec Nordin et Bouanga notamment. Il faut faire attention. Voilà, ça va vite, ça joue au foot. Un match sérieux, ça devrait passer, mais match sérieux, c'est voilà, il faut y aller quoi. Il faut y aller. Baptiste, comment tu vois la réaction du LOS sur ces deux finales? Alors moi je disais souvent en plaisantant, je ne sais pas si le titre de champion pour Lille c'est son destin, si on peut compter sur la méforme des adversaires. Moi je pense que simplement Bourak a décidé que Lille allait être champion et sachant ça, il faudra simplement que les autres viennent nous chercher. Je leur souhaite bon courage. Baptiste, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Alors déjà, donc pour parler un peu de Saint-Etienne, je pense que ça va être on va match. balayer Saint-Etienne vraiment dans l'ensemble. Est-ce que Lille peut être champion? Après, on fera un tour sur Saint-Etienne. Ah ok, bon, bah alors vraiment, est-ce que Lille peut être champion? C'est compliqué parce que vraiment, Saint-Etienne, ça va être une équipe qui va jouer, qui va pas laisser vraiment, comme l'a dit Julien, de points au LOSC avec le Puel. Et Angers, ça sera la dernière de Stéphane Moulin aussi. Donc ça me paraît compliqué. Maintenant, je vois mal le LOSC déjà perdre. Je vois mal le LOSC perdre un de ces deux matchs. Maintenant, on a encore la possibilité de faire deux matchs nuls. J'ai du mal aussi à avoir le LOSC faire deux matchs nuls. Pour moi, il y aura une victoire avec possibilité de faire un nul contre Angers. Je sens le nul contre Angers, un match pourri de la 38e. Maintenant, pour moi, il y a 98% de chances d'être champion là-dessus. Il reste encore 2% qui seront les faits de jeu à Pierre-Mauroy et au stade d'Angers, Raymond Kopa. Georges, 98% ou un peu plus, un peu moins? Je pense que là, on n'est plus dans la stat, on est dans l'irrationnel. Parce que il y a une espèce de grand écart dans tout où en effet, on peut se dire, c'est ce que j'avais évoqué il y a 15 jours ici, finalement, le plus gros adversaire, l'équipe qui me fait le plus peur, moi, c'est Lille. Je pense qu'il n'y a que Lille qui peut empêcher Lille d'être champion. Et malgré tout, faire attention, Saint-Etienne est sur une bonne dynamique. Maintenant, ils ont assuré leur maintien mathématiquement ce week-end, donc peut-être qu'ils viendront quand ils viendront un petit peu en vacances. C'est vrai que ce n'est pas le message de Puel. Enfin, j'imaginais mal Puel aussi dire bah non, on va lâcher le match, on va laisser Lille être champion juste pour faire chier Paris. En conférence de presse, il y a des choses qui ne se disent pas. Mais je pense que de ce point de vue-là, il y a deux matchs sérieux à jouer. Je pense aussi, moi je regarde malgré tout Paris. Je vous avais dit à l'époque, je voyais un nul contre Lens et une défaite contre Rennes. Ils s'en sortent très bien parce que globalement, ça aurait pu être ça. Je pense que Paris pouvait prendre un point, ils en ont pris 4. Bon. Et là, en plus, j'ai l'impression que c'est une équipe qui se délite complètement. Je pense que leur priorité, ça devient peut-être la Coupe de France parce qu'il doit y avoir un petit peu sur le principe du constipé, l'angoisse de la page blanche, de son palmarès. Donc, moi, je les vois éclater en plein vol, que j'ai vraiment l'impression d'y voir avoir une mentalité d'équipe de cours de récréation. Et donc, je pense qu'il faudra compter sur ça aussi, mais avant tout, il y a 4 points à prendre. Ils sont largement à portée. Je pense que depuis Lyon, on a l'impression que cette équipe a franchi un cap psychologiquement parlant. On va laisser parler le talent, j'y crois, mais on ne sait jamais, mais ce qui est sûr, c'est que si ce n'était pas le cas, ce serait une désillusion d'une cruauté inimaginable, quoi. Arnaud, tu veux conclure sur ce sujet? Il y a des réactions des internautes. Pour moi, c'est que être champion, Galtier disait toujours, on joue match par match. Faut prendre un match à la fois. Je pense que dans sa tête, il doit espérer, de se dire c'est bien parti. Mais il a l'avantage, c'est qu'il dit ça depuis depuis plusieurs semaines. On joue un match à la fois. Donc moi, personnellement, si le cœur parle, moi je les vois champions parce que je vois pas autrement que la mentalité et la dépense physique que les Lillois montrent depuis ce fameux match contre Lyon. C'est énorme. On est serein. On les a vus quand ils sont arrivés à l'hôtel à Neulémine sortir du bus, mais limite avec le grand smile et tout ça. Ils sont sereins, ils sont tranquilles. Alors qu'il n'y a pas de raison de sourire quand tu arrives à Neulémine. Sauf si tu veux aller faire du ski. Mais c'est vrai que ils sont vraiment d'un calme remarquable. Je crois que j'ai rarement vu une équipe pareille. Et après, il faut se dire aussi que PSG va avoir des joueurs qui vont manquer. Il y a Verratti qui est out jusqu'à la fin de la saison.
Mbappé, je sais pas s'il va rejouer pour le prochain match. Il revient. Il revient, peut-être bien. Ouais, Et après, ouais. Kimpembe, lui, il est déjà parti aux Maldives, hein, donc c'est sûr et certain. Ce qui leur a fait défaut, c'était comme nous pendant un temps, c'est leurs latéraux, et là ils perdent aussi Kurzawa. Ouais. Ça, c'est problématique. Aussi. Après, il y a un petit truc, ça c'est au niveau des Twitch, qui dit, c'est Phil de Lille qui dit ça. Il y a personne qui parle de ça. C'est vrai que c'est l'interview de Cascarino. Je sais pas si quelqu'un l'a vu ou l'a lu. Lui, il est à côté de la plaque. Et lui, il dit, il y a qu'un seul grand club dans le Nord, c'est Lens. Il a jamais joué à Lens, mais bon. Lui, c'est un petit club, et la Liga, c'est vraiment catastrophique en voyant le LOSC. Il y a quelqu'un qui s'appelle Cascarino, c'est sa fille. Oui, je crois que Cascarino s'est arrêté de vivre fantastiquement en 98 et il n'a pas du tout écho de ce qui s'est passé depuis. Il faut pas en tenir compte plus que ça. À mon sens, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je vous propose, alors, il est 21h54, on a très très largement débordé. Un dernier tour de table sur le match de Saint-Etienne. Qu'est-ce que vous en attendez? Saint-Etienne, donc, qui vient de se sauver, qui est 11e avec 45 points, qui est à 10 points de l'Europe, à 8 points de la place de barragiste, qui, sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 5 défaites, donc un bilan équilibré, mais avec des victoires probantes contre Marseille et Montpellier, voire même des défaites probantes, une défaite de justesse contre Paris. Craignez-vous ce match? Quels sont les atouts, finalement, des deux équipes dans ce match? Christophe, tu avais commencé à l'aborder tout à l'heure dans ton commentaire. Ouais. Je voudrais juste rajouter rapidement sur le site de la LFP, Kimpembe a pris 4 matchs, dont 1 avec sursis. Okay. Et il y a déjà eu le cas avec Bradaric en début de saison où un carton n'avait pas été enregistré et ils étaient revenus dessus après. Donc il faut attendre encore pour Fonte. Okay. Voilà, je voulais juste préciser ça. Après, oui, moi, Saint-Etienne, j'ai peur de Kazri. Kazri est capable de tout, du meilleur comme du pire, ce garçon. Voilà, donc pour moi, c'est essentiellement lui le danger principal sur ce match. Après, on l'a tous évoqué tout à l'heure, je vais essayer de faire vite. Voilà, c'est lui qui me fait peur. Maîtriser ce garçon. On aura le retour d'un milieu de terrain sous Maré-André, je compte là-dessus. Voilà, pour neutraliser Kazri et puis faire attention à nos côtés, à nos latéraux. Je ne sais pas si on aura la défense au total, mais normalement, oui. Donc voilà. Baptiste, ce match, comment tu le vois? Alors, ce match, ça va être très très compliqué, je pense. Maintenant, je m'attends pas non plus. Bon, on fera les pronostics que je pense après, mais je m'attends pas non plus à une victoire écrasante du LOSC. Je pense que Saint-Etienne est une équipe vraiment assez garnie. Je pense déjà au niveau gardien avec Etienne Green qui est pour moi super. Alors, ça fait que 3-4 matchs qu'il joue, si je dis pas de bêtises, mais pour moi, il est spectaculaire dans tout et c'est un grand espoir. Je pense, après, il y aura beaucoup de joueurs qui sont pas super forts à leur place, mais qui peuvent faire peur sur une action. Je pense à Neyou, qui est certes très fort, mais il y a Kazri qui peut des fois être éteint et des fois être allumé entre guillemets, donc ça va être compliqué avec le Puel qui voudra pas lâcher des points, et surtout c'est une équipe qui monte actuellement en puissance, même si c'est la fin de la saison. Je pense que le Puel aura à cœur de préparer la saison prochaine, je pense, avec cet effectif, donc je m'attends à une victoire du LOSC, mais pas vraiment à un score fleuve, mais plus à 1 ou 2 buts d'écart. Ce sera déjà bien. François, comment tu les vois, ces Verts? Plus en tongs ou décontractés qui pourraient être dangereux? Moi, je voulais souligner, et Baptiste vient de le faire, et je suis assez d'accord avec ça. En fait, Puel pense déjà à la saison prochaine. Il est sauvé. En plus, Saint-Etienne a fait son dernier coup, entre guillemets, en battant Marseille. Donc, pour les supporters, c'est bien. Ils ont tapé Marseille à la maison. Ne pas aller taper Lille, en tout cas le club et les supporters ne lui en voudront pas. Pour moi, il prépare la saison prochaine. Est-ce qu'il pourra compter sur Kazri? Est-ce qu'il pourra compter sur Amoma? Est-ce qu'il pourra compter sur Abouanga qui va être très courtisé? Tout ça me laisse penser que c'est plutôt le genre du gars d'aller, je ne vais pas dire qu'il va révolutionner son 11 et son système, mais je ne le vois pas mettre toutes les forces possibles pour aller taper Lille. Je le vois plutôt essayer des choses. Donc voilà, ça, plus le fait que Marseille, je vais y arriver, que Saint-Etienne ait fait son dernier coup en se sauvant, en tapant Marseille à la maison. Voilà, si on est sérieux, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que tout le monde dit, si on est sérieux, qu'on fait une bonne entame de match. Dans la dynamique actuelle,
je vois pas vraiment ce qui pourrait nous arriver, si ce n'est, comme le dit le coach, la nervosité, un fait de jeu ou quoi que ce soit. Mais voilà, je le sens plutôt bien. Georges, es-tu optimiste à l'heure où les Verts frappent à notre porte? Est-ce que tu penses que les supporters pourront allumer un bon feu comme après le match de Lens? Ouais, j'espère. Je sais pas, vous voyez, les inconnus de part et d'autre. D'abord, je pense que si vraiment on a un LOSC au niveau où il est depuis la deuxième mi-temps à Lyon, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais est-ce qu'on l'aura? Enfin, je veux dire, on a eu parfois quelques déconvenus, mais à des moments qui étaient moins clés. Je pense que les grands rendez-vous, ils ont toujours répondu présent et j'ai du mal à m'imaginer, mais se dire quand même que la 38e journée contre Angers sera un grand rendez-vous, j'y croyais pas vraiment. Mais là, Saint-Étienne, oui, c'est une équipe qui est en pleine bourre. Là, c'est vrai que je les ai vus jouer à Paris. Je veux dire, ils battent Paris, c'est Mbappé qui gagne le match, mais sinon, je pense qu'il n'y a pas Mbappé sur le terrain. Eux aussi reviennent avec 3 points du parc. Donc, c'est une équipe sérieuse. C'est une équipe joueuse. Je pense aussi, comme disait François, qu'ils sont peut-être aussi sur d'autres perspectives aujourd'hui et pas seulement ce match en soi n'a peu de sens. Encore que peut-être que taper le leader du championnat, ça peut être un challenge, mais je pense que en effet, et connaissant Puel, c'est un type qui est toujours sur une vision de long terme, donc je pense qu'il va commencer à roder son équipe pour la saison prochaine, ce qui ne veut pas forcément dire que ce sera un match facile, mais je pense qu'on affrontera aussi une équipe joueuse, ça c'est l'avantage, parce que je ne vois pas de raison, on a eu du mal contre les équipes qui mettaient le bus, je ne vois pas de raison pour lesquelles Puel viendrait mettre le bus à Lille, donc ça va se jouer comme ça. Après, il y a des individualités, il y a Casery. C'est un petit cadeau de Debuchy sur le match, quoi. Christophe D, toi qui es un fan inconditionnel de Claude Puel, comment tu vois cette rencontre contre le LOSC? Je pense qu'il va falloir absolument qu'on soit au niveau et qu'on court, parce que contre Puel, c'est toujours des équipes très tactiques qui sont très physiques. Et il déplace beaucoup de jeux, il veut créer des brèches. Et nous, il faut absolument, je pense qu'on prenne le milieu de terrain. C'est toujours la même guerre, mais là, c'est franchement le truc. Il va falloir qu'on arrive à pas avoir trop de courses de courir derrière l'attaquant. J'ai peur un peu de ça avec le Tcheka, parce que je pense pas que ce soit Diallo qui jouera en centrale. Si c'est doit jouer en centrale à la place de Fonte, vu qu'il n'est même pas rentré en jeu à Lens. Je pense que s'il y en a qui doit rentrer, ça sera Tcheka qui va jouer en charnière. Et voilà, au niveau du placement, c'est pas Fonte. Donc ça peut être chiant par rapport à ça. Fonte est suspendu contre Angers. S'il l'est, ce sera contre Angers. C'est Angers, c'est pas Angers, ouais. Fonte, s'il est suspendu, ce sera contre Angers. Okay. Donc ça fait moins peur pour Casery, du coup, d'un seul coup. Parce que voilà, il est mystère ce gars-là, donc il faut absolument bien le tenir. Et voilà, je pense que ça va être tendu, qu'on va courir beaucoup. Et c'est bien, comme ça au moins pendant ce temps-là on réfléchit pas trop et puis on joue quoi. Et je pense comme ça va le faire, mais je vois un match tendu, je vois un match assez tactique et avec beaucoup d'impact. Julien, ce match contre les Stéphanois, tu le sens comment? Je l'ai dit tout à l'heure, ça me fait peur comme Angers me fait peur, sauf que si on joue comme on sait jouer, on est quand même le club qui a battu tous les gros, on sort de Paris, Lyon, Lens, on gagne. Si on joue comme on sait jouer, c'est pas Saint-Étienne ou Angers qui vont nous poser un problème, tu vois. Donc on est notre seul ennemi. J'ai aucun doute sur le fait que les mecs ne sortent pas de ce mental d'avoir envie de gagner. J'ai juste peur de la main qui tremble, tu vois. J'ai peur, cette peur de gagner. Tu vois, quand on joue au tennis, tu mènes 6-3, 5-3, 40-30 pour toi, et puis ça fait 40-1, et puis tout se retourne, et tu finis par perdre le match. J'ai un peu peur de ça. Évidemment, j'ai pas peur de ça pour Fonte ou pour Bourak. J'ai un peu plus peur de ça pour les plus jeunes, et on a quand même un groupe qui est très très jeune, hormis ces gars-là. Donc moi, il y a que ça qui me fait peur. Il y a que ça, et c'est là que Christophe Galtier va faire la différence. Arnaud, tu veux conclure sur ce sujet? Tu veux nous faire part d'avis des internautes?
Moi, personnellement, si on est toujours dans le même état d'esprit que depuis certains matchs, je pense que ça devrait passer facilement, même. Après, les craintes, oui, si on se prend un but dans le premier quart d'heure, là, on va peut-être se dire, oula, faut peut-être commencer à réagir, parce que s'ils mènent à 0, est-ce qu'ils vont mettre le but derrière? J'y crois pas trop, mais bon. Saint-Étienne, c'est l'équipe joueuse, hein. D'après ce que je vois au niveau statistique, au niveau extérieur, Saint-Étienne, c'est soit ils gagnent, soit ils perdent. Ils ont 7 victoires, 3 nuls, 8 défaites. Donc, faut espérer que ce soit la 9e défaite pour Saint-Étienne. Après, c'est vrai que on a, comme dit Karash, on a franchi d'obstacles incroyables. Le PSG, Lyon, Monaco, Lens, Rennes, Marseille, Montpellier, tout ça, ça a été, ce serait quand même con de chuter contre Saint-Étienne, voire Angers. Donc, moi, je pense que j'ai pas trop peur. Je suis un peu comme Christophe D. Je suis confiant, mais quand l'arbitre va siffler le début du match, on va être un peu comme ça. Donc, mais c'est un peu normal aussi, je pense. Mais on veut tous repenser à ce qui s'est passé il y a 10 ans. On veut tous revivre ça. Et même parce que surtout on peut pas aller au stade, donc c'est encore plus stressant. Mais je pense que ça devrait aller. Alors, il est 22h04, on a explosé les compteurs du chronomètre. Est-ce que vous voulez faire un tour de pronostic ou on est tous d'accord sur le score, c'est pas la peine? 5-4, comme d'habitude. 5-4 comme d'habitude. C'est notre tournée, on parie tous sur 5-4. Donc, je vous propose de terminer cette émission. Donc, je voulais remercier François pour sa participation active. Merci à vous, c'était top. J'espère que tu as passé une bonne soirée. Ouais, très bonne. En tout cas, tu sais que tu es le bienvenu dans cette émission quand tu le souhaites. Je voulais remercier également tous les piliers du bistrot qui étaient présents ce soir, à la fois cachés derrière leur caméra ou ceux qui avaient choisi d'affronter l'avant de leur caméra. Donc, merci à Christophe D, merci à Christophe C, merci à Julien, merci à Baptiste, merci à Georges, merci à Arnaud, merci à tous les internautes, à tous ceux qui sont intervenus sur le forum Allez le LOSC, sur le chat du Twitch, sur les commentaires Facebook. Merci à tous ceux qui regarderont le replay qui sera disponible dans quelques instants sur Facebook, sur Twitch et d'ici demain sur la chaîne YouTube qui s'appelle maintenant le Bistrot d'Allez le LOSC. On a changé son nom, c'est très important. Vous aurez aussi accès aux résumés ainsi qu'à tous les résumés des précédentes émissions. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager les différentes émissions, à porter la bonne parole du bistrot d'Allez le LOSC. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, allez le LOSC. Ouais. Allez le LOSC. C'est bon ça.